Juste brièvement, moi c'est Delphine Huyghe, je suis responsable du département des prévention des pathologies infectieuses et des cancers à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France. Et je suis accompagnée de Taïba Liaka, chef de projet vaccination à l'ARS Île-de-France. Donc aujourd'hui, avec les trois collègues des rectorats, il nous semblait important de pouvoir faire un webinaire sur la prévention contre les infections à papillomavirus humain HPV et méningo, en lien évidemment avec la campagne de vaccination au collège qui débute, campagne de vaccination qui a démarré en 2023. Donc déjà un grand merci à toutes et tous pour votre mobilisation, car je sais que c'est pas simple de gérer ça en plus de toutes vos missions. C'est une formidable opportunité de réduire les inégalités sociales d'accès. On reste tous motivés tout le temps pour que ces campagnes de vaccination demeurent un succès. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir le professeur Gaudelus, qui est pédiatre infectiologue et qui nous fera une présentation sur le méningo. Et le professeur Hélène Perret, qui est infectiologue à l'unité de virologie, l'hôpital Georges Pompidou, qui est chercheur INSERM à Sorbonne Université. Donc, et le professeur Perret fera, elle, pour sa part, une présentation sur le papillomavirus. Ce webinaire, c'est un webinaire qui se veut scientifique, données cliniques, qui n'est pas organisationnel proprement dit sur le déroulement de la campagne. Donc ça sera plutôt, ça fera l'objet de copiles ou de webinaires qui sont plutôt départementaux parce que les organisations sont très départementales dépendantes. Pour toutes les personnes de l'Académie de Paris, je voulais vous indiquer que vous avez un webinaire parisien à 13h qui complète ce webinaire de ce matin et qui là sera plus orienté sur l'organisation de la campagne. Comme vous le verrez tout au long du topo, en particulier sur la vaccination des jeunes ados, la vaccination à l'école est indispensable si on veut avoir une couverture vaccinale digne de ce nom. Sur la diapo suivante, vous voyez mes liens d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Donc, le terme de méningite, ça fait très peur, mais on va un petit peu plus loin et parler plus généralement des infections invasives. Alors, le méningocoque, c'est une bactérie, cocci à gram négatif. Ce qui est important, c'est que c'est exclusivement humain. Ça ne va pas chez l'animal et c'est pas transmis à partir des animaux. Et la transmission, elle est interhumaine et souvent respiratoire. Alors, le plus important, c'est de comprendre où il est ce méningocoque. Eh bien, il est dans le nasopharynx, c'est son gîte. Et 10% à peu près de la population porte du méningocoque. Heureusement pour nous, 10% de la population n'est pas malade de ce méningocoque. C'est ce qu'on appelle une colonisation nasopharyngée. Il n'y a aucun signe, hein. Par contre, ça sert de réservoir et nous verrons que ce réservoir, c'est le problème du méningocoque, c'est quand il passe dans le sang. Et quand il passe dans le sang, il donne, alors ça, ce qui est le plus connu, c'est la méningite, mais aussi des septicémies, ce qu'on appelle des méningococcémies, et encore des purpura fulminants. Mais comme vous le voyez, il peut y avoir d'autres pathologies pulmonaires, digestives, articulaires. Alors vous voyez que c'est sporadique, c'est-à-dire ça ne survient que par petites bouffées, à la fois en Europe et en Amérique, mais par contre, ça peut être épidémique. Et il y a une zone en Afrique qui s'appelle la ceinture de la méningite, qui va du Sénégal à l'Éthiopie, hein, et qui, en Afrique subsaharienne, regardez les différences d'incidence dans les pays comme l'Europe et l'Amérique. On est, aux alentours de 1 pour 100 000. Quand vous êtes en période épidémique en Afrique, c'est 1000 pour 100 000. Quels sont les sujets à risque? On va le voir tout le temps. Le bébé. On va voir pourquoi. Parce qu'il ne sait pas se défendre. Et s'il ne sait pas se défendre, s'il le rencontre, il peut être extrêmement malade. Il est protégé en partie et très peu de temps par les anticorps qui viennent de sa mère quand elle en a. Et puis après, il a ses moyens de défense. Et comme il ne sait pas faire, en particulier avant 2 ans et mal jusqu'à 5 ans, vous allez voir, c'est dans cette tranche d'âge qu'il y en a le plus. Et puis ensuite, il y a les ados. Et les ados, c'est le deuxième pic d'incidence. Mais là, ce n'est pas du tout parce qu'ils ne savent pas se défendre, mais c'est parce que c'est le réservoir et c'est l'âge où on échange. Et puis, il y a d'autres facteurs de risque, évidemment, les déficits immunitaires, mais ça, c'est rare. Et puis, les microbiologistes qui travaillent sur le méningo. N'oublions pas, le tabagisme est un facteur favorisant. Et puis, vous voyez ici les militaires, ça, c'est important pour des raisons stratégiques. Et puis, les risques
des expositions de masse lors du pèlerinage à la Mecque, où vous voyez le nombre de gens. C'est si vous mettez un méningocoque là-dedans, évidemment, il risque d'y avoir une épidémie et des morts. Ça s'est passé déjà 3 fois dans l'histoire. La plupart des malades n'ont aucun des facteurs de risque que je viens de citer, en tout cas individuels. Par contre, le contact rapproché avec un patient, bien entendu, est un facteur de risque. Mais vous voyez que le reste, c'est les déficits immunitaires, la splénie anatomique ou fonctionnelle, des sujets ayant reçu une transplantation de moelle, tout ça, c'est exceptionnel. D'autres facteurs qui sont sociaux, les regroupements de masse, je viens de le dire ici, les personnels de laboratoire qui travaillent là-dessus, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, ça c'est une entité nouvelle, les voyages dans les destinations à risque en dehors des situations épidémiques. Alors, il faut, avec ce type de pathologie, avoir un système de surveillance. Il permet de comprendre la maladie, de suivre l'évolution de l'incidence, et vous allez voir, c'est fondamental pour décider d'une politique. Ça doit permettre de mettre en place les stratégies de contrôle appropriées. Alors, quel système on a? C'est une maladie à déclaration obligatoire, donc ça c'est formidable parce qu'on sait que dans ce type de déclaration, on a un bon reflet de ce qui existe dans la réalité. Comme ils vont tous à l'hôpital, c'est soit le clinicien, soit le biologiste qui va déclarer, et puis il envoie les souches. Alors CNR, c'est Centre national de référence, hein, il se situe en France à l'Institut Pasteur, il est dirigé par Mohamed Taha, et puis évidemment, tous ces signalements toutes ces observations sont signalées à Santé publique France, qui travaille en étroite collaboration avec l'ARS pour gérer la prophylaxie, la vaccination, la conduite à tenir autour d'un ou de plusieurs cas. Le méningocoque, vous allez voir, c'est très important pour comprendre. C'est un germe dit capsulé. Vous voyez, il est là, ça c'est son ADN, hein, peu importe, et ça c'est la capsule. Et dans la capsule, c'est là qu'il y a de l'antigène. L'antigène, c'est la substance qui va donner lieu à l'anticorps. Tout le but d'un vaccin, c'est de trouver l'antigène qui fait faire des anticorps protecteurs. Et donc c'est à partir de là, et l'antigène, c'est quelque chose de très important, c'est un sucre. Et à partir de ce sucre spécifique, on définit ce qu'on appelle les sérogroupes. Il y a 12 sérogroupes. Mais vous voyez que si on prend les A, B, C, W, X et Y, vous avez 99% de ce qui circule dans le monde. C'est pour vous montrer la répartition dans le monde de ces différents sérogroupes. Et alors, vous voyez, ils ne sont pas tous aux mêmes endroits et surtout, ils ne sont pas tous dans les mêmes proportions. Vous voyez par exemple qu'aux États-Unis, on a les mêmes sérogroupes ici, mais pas dans les mêmes proportions. Et alors, la ceinture méningitique, elle était ici. Et dans cette ceinture méningitique, c'était le A qui prédominait. C'est à peu près la seule région du monde. Et c'est là où c'était épidémique. Pourquoi on n'en parle plus? Parce qu'il y a maintenant 10 ans, on a créé un vaccin conjugué A et on a fait quasiment disparaître la maladie. La nature a horreur du vide et qui reste dans cette région. Maintenant, s'il n'y a plus de A, il y a du C, il y a du W, il y a du X, mais ce qui est plus homogène par rapport au monde entier. Il faut savoir aussi que c'est une bactérie qui varie, c'est-à-dire dont le capital génétique se modifie parce qu'il est naturellement compétent pour la transformation des génétiques. C'est-à-dire évidemment, dans notre flore, en particulier dans le nasopharynx, les bactéries, elles échangent leur ADN, et donc il est, pour ces raisons, variable. Ça, c'est les données 2023. Je vais vous donner ensuite les données 2024. Regardez parce que c'est extrêmement intéressant. Vous avez en nombre de cas ici et en incidence. L'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas par an pour 100 000, et le nombre de cas, c'est absolu. Vous voyez, quand on prend depuis 2000, c'est à peu près stable avec quelques petites fluctuations. Sauf ici, en 2020. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Covid. Qu'est-ce qui se passe pour essayer de diminuer la transmission du virus Covid? On met en place les mesures barrières, le masque, le lavage des mains, la distanciation et la diminution des contacts. Eh bien, comme c'est aussi un germe qui se transmet par voie respiratoire, le résultat, il est là. Vous avez une baisse de quasiment 50%. Et puis même, on continue en 2021, en plus, il faut y ajouter le confinement, les confinements, et bien vous voyez qu'on arrive quasiment à 75% d'infections invasives à méningocoque de moins grâce aux mesures barrières. Les gens qui ne croient pas à l'utilité des mesures barrières, ils regardent ces courbes-là
Ça, c'est indéniable. Et malheureusement, ou heureusement quand même pour des raisons sociales, on enlève ces mesures barrières à la deuxième partie de 2022. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, ça repart. Et il se passe un phénomène qu'on a découvert avec le Covid, c'est que les mesures barrières ont été responsables d'un retard à l'immunisation. Et quand il y a un retard à l'immunisation, il y a un effet rebond. C'est-à-dire qu'en 2023, on a plus de cas qu'avant Covid. Vous le voyez très bien. Vous voyez déjà en 2023, on avait 560 cas déclarés. La suivante, on arrive en 2024, et bien ça continue malheureusement d'augmenter puisqu'on est à 616 cas. Et donc vous voyez, ça c'est l'effet des mesures du Covid et ça c'est l'effet du retard à l'immunisation. C'est ce qu'on appelle un effet rebond. Quand on regarde maintenant qui est touché dans la population, vous avez toujours 3 pics. Avec les plus vulnérables, c'est les moins d'1 an. Regardez, c'est eux qui sont le plus touchés. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, ils ne savent pas faire d'anticorps contre les sucres, donc ils ne savent pas se défendre. Le deuxième pic, alors vous voyez, hein, ça fait 8,5 pour 100 000 l'incidence dans cette population. Le deuxième pic, c'est entre les 15 et 25 ans. Là, vous avez un système immunitaire qui marche très très bien, mais c'est le réservoir et les échanges. Et puis ensuite, vous avez un troisième pic d'individualisation récente qui sont chez les plus de 85 ans. Et là, c'est malheureusement ce qu'on appelle l'immunosénescence. Hein. Il faut savoir que votre système immunitaire, il n'est pas linéaire pendant toute la vie. Il est immature, très immature les 2 premières années de vie, encore immature jusqu'à 5 ans. Il marche extrêmement bien, voire trop, entre 15 et 25 ans. C'est l'âge de début d'une maladie auto-immune. Et ensuite, à partir de 60 ans, eh ben, il marche plus bien, c'est l'immunosénescence. La suivante. Alors, regardez ce qui s'est passé et il y a eu des conséquences du Covid. Ça, vous avez ici les années, la moyenne 2005-2019. Hein. On a lissé ça et on a mis, vous avez ici l'intervalle de confiance, c'est-à-dire le coefficient de variation. Eh bien, vous voyez donc dans les 5 années qui ont précédé le Covid, puis l'année 2020, c'est ce que je vous ai montré, c'est une autre façon de le voir. Et puis, ici, l'année 2021. Suivante. Ici, 2022, ça repart. La suivante. Et puis, 2021, donc 2023, 2024, eh bien, et 2025, on était encore au-dessus. Vous voyez donc que l'effet du Covid a été une réaugmentation importante des infections invasives. Ah, la suivante. Alors maintenant, je vous ai parlé des sérogroupes. Quels sont les sérogroupes qui ont augmenté? Dans notre pays, vous voyez, c'est la courbe en bleu. Ça a toujours été le B le plus fréquent. Et en gros, si vous voulez retenir quelque chose, il est responsable de plus de la moitié des cas. Donc le B. Et vous voyez qu'il a réaugmenté considérablement. Le rouge, c'est le C. Ça, c'est très intéressant parce que le méningo-C, c'est le seul qui n'augmente pas. C'est le seul contre lequel on vaccine, et en particulier nos petits nourrissons. Et ce n'est pas un hasard. Et puis, alors ça, c'est un phénomène nouveau, le Y et le W augmentent. Et à cette époque, la politique vaccinale était, dans un premier temps, de ne vacciner que contre le C. Donc, compte tenu de ces modifications épidémiologiques, il n'est pas possible de laisser, alors qu'on a d'autres moyens pour lutter contre ces infections graves. La suivante. Alors là, je vous ai sélectionné, ici c'est les tranches d'âge, et ici c'est le pourcentage en fonction des sérogroupes. Bon, vous voyez que chez le moins d'1 an, plus de la moitié des cas c'est du B, mais qu'il y a déjà du W et il y a de l'Y. Chez les 1-4 ans, rien de plus à dire, et chez les 15-24 ans, ces 2 cibles, on comprend très bien pourquoi, et je vais vous le réexpliquer, ces 2 tranches d'âge sont les cibles vaccinales. C'est le B qui prédomine, mais avec du W et d'Y, et pratiquement pas de C, sauf, regardez, ça aussi c'est important, un petit peu chez les 15-24 ans. Pourquoi? Parce que la couverture vaccinale à 15 ans, elle est mauvaise. Elle est très bonne ici, elle est mauvaise chez les 15-24 ans. La suivante, alors on retrouve les 3 pics que je vous ai donnés, moins d'1 an, 15-24 ans, plus de 85 ans. Et ça, c'est le taux de portage, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui porte le méningocoque. Je vous ai dit globalement, c'est
10%. Mais quand vous regardez les 15-24 ans, eh bien, c'est plus que ça. Et eux, chez eux, ça va jusqu'à 30%. Et vous voyez aussi, parce que très souvent, il y a des gens qui posent dans les recommandations vaccinales, on ne fait rien entre 5 et 15 ans, enfin 5 et 11 ans, on reviendra là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pratiquement pas. La suivante. Alors, 2 mots de clinique. Vous avez tous appris ça. Le signe constant, c'est la fièvre. Je prends ici chez le nourrisson. Et quand elle s'accompagne, des modifications du comportement, grognon, somnolent, apathique, des troubles digestifs, il vomit, il mange plus. Évidemment, il peut convulser, il peut avoir des troubles de conscience. Et l'important chez le nourrisson, c'est qu'on dit toujours la raideur de la nuque. Chez le nourrisson, elle existe que rarement. C'est pas plus de 30% des cas. Par contre, il a la nuque toute molle dans un contexte fébrile et avec des troubles du comportement. Ça a autant de valeur. Quand on va la suivante, s'il vous plaît, chez les plus grands et en particulier chez les ados, là on a ce qu'on appelle le syndrome méningé, céphalée, vomissement, photophobie, raideur de nuque, signe de Kernig, bon, etc. Je vous les refais pas. C'est l'association d'un syndrome méningé et d'un syndrome infectieux avec une altération générale qui, la suivante, tout purpura fébrile est une urgence absolue. Je vous ai remis ici ce que c'est qu'un purpura. Un purpura, par définition, c'est un élément, une pétéchie rousse comme ça, qui ne s'efface pas à la vitropression. Vous savez, on a un verre dessus, on fait une pression dessus, ça ne bouge pas, c'est un purpura. Et là, ici, vous avez des exemples de purpura nécrotique. La suivante. Mais on peut arriver à ces tableaux dramatiques. Hein. Ça, c'est un purpura fulminant. Celui-là, il a un risque d'être amputé des 4 membres. Vous voyez à quel point c'est grave. La suivante. Alors, cette symptomatologie, elle varie. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est les formes typiques que je viens de vous donner. Après, il faut aller dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, vous voyez que le signe constant, c'est toujours la fièvre. Hein. Mais regardez le syndrome méningé, hein, c'est méningisme en anglais, c'est pas beaucoup au point de vue du pourcentage des gens qui en sont atteints chez les petits. C'est plus important, évidemment, chez les plus grands. La suivante, pour arriver à la question posée. Pourquoi faut-il vacciner ou quelles sont les raisons de vacciner contre les infections invasives à méningocoque? Il y en a 3. La première, c'est imprévisible. Ça peut vous arriver à vous, à n'importe qui d'entre vous, de vos enfants, demain, et vous ne savez pas pourquoi. Et je vous cite juste un exemple que je donne toujours parce qu'il a marqué ma vie de pédiatre. Un jeune garçon de 16 ans arrive à urgences pédiatriques un lundi matin avec... il a mal à la tête, il me dit « je me sens pas bien, j'ai mal dans les jambes » et il a 39. Bien, on le met dans un lit, il a plusieurs points de purpura. À partir de là, on embringue, c'est-à-dire on fait le bilan biologique. Et surtout on met au traitement. Hein. C'est même pas la peine, faut pas même faire une ponction lombaire dans ces cas-là. On le traite, on reçoit sa biologie il a un tableau de coagulation intravasculaire disséminé qui est terrible. Donc, on ne garde pas un enfant comme ça dans un service de pédiatrie générale, je le transfère en réanimation. Il part à midi, il arrive, il est installé dans son lit de réa à 2h, à 16h, hémorragie pulmonaire massive, décès. Voilà, ça, c'est l'histoire typique d'un méningocoque. Ce jeune garçon avait passé la semaine d'avant le brevet et le samedi qui suivait le brevet avait fait une petite réunion où ils étaient 80. C'était un méningo W, mais on a réussi à vacciner tout le monde et à traiter tout le monde, et il n'y a pas eu de cas secondaire. Mais c'est pour vous dire, c'est totalement imprévisible. Deuxième raison, bien que je vous ai donné les signes cliniques typiques, dans la vraie vie, c'est que le diagnostic est difficile à faire au début. Cette publication est absolument extraordinaire. C'est une publication anglaise qui a maintenant plus de 10 ans, mais qui garde toute sa valeur. Et vous voyez qu'elle est faite sur 450 cas d'infection méningococcique d'enfants. Et la gravité parle d'elle-même, il y a eu 100 décès. Qu'est-ce qu'on voit? Que dans les 8 premières... Alors, l'intérêt de cette publication, c'est d'être allé chercher auprès des familles et des soignants qui ont été en premier en contact avec ces enfants, quels étaient les premiers signes et comment ça évolue. Regardez, les premiers signes, ils sont complètement non spécifiques. Les premiers signes, dans les 4 à 8 premières heures, c'est un syndrome grippal. Et comme de temps en temps, aux urgences, vous voyez des enfants avant qu'ils soient malades, et bien forcément, ceux-là, ils vont repartir à domicile et ils ne vont pas être hospitalisés, alors c'est le début d'une infection grave. Et vous voyez que dans cette publication, sur les 324 enfants qui avaient vu un médecin généraliste, ça se passe en Angleterre, seulement 1 sur 2 est adressé à l'hôpital. Et le délai médian, c'est 19 heures. Et même chez les 15-16 ans, le délai médian, c'est 22 heures. C'est pour vous dire qu'au début, vous n'avez pas les signes typiques. Ils commencent à apparaître entre 12 et 15 heures. Et
vous les avez ici, qui sont détaillés. Je réinsisterai sur les douleurs des membres tout à l'heure. Mais c'est un syndrome méningé fébrile avec photophobie, bon, etc. Je vous en ai déjà parlé. Et puis, quelquefois, ils arrivent trop tard ou plus tard. Dans mon expérience, c'est-à-dire qu'ils arrivent entre 15 et 24 heures après le début. Dans mon expérience, ce sont souvent des bébés. Pourquoi? Parce qu'ils sont malades le soir avant de se coucher, mais pas suffisamment malades pour qu'on les amène tout de suite aux urgences. C'est-à-dire ils sont dans cette phase-là. On les couche et ils vont pédaler toute la nuit. Et le lendemain, c'est-à-dire après 10 heures d'évolution, on les retrouve. Et à ce moment-là, on est en état convulsif ou dans le coma ou en état de choc septique avec une défaillance multiviscérale. Donc la deuxième raison de vacciner, c'est la difficulté à faire le diagnostic au début. Et la troisième raison, c'est la gravité. Alors, avant de parler de la gravité, la diapo suivante vous montre, ça c'est une enquête qui était anglaise, ça c'est une enquête qui est française et qui est beaucoup plus récente. Vous voyez, c'est fait sur les études de la SNIRAM, c'est-à-dire les données de la sécurité sociale, et on a fait une enquête cas témoins entre 2012 et 2017, et vous voyez, il y a eu 3532, tous âges confondus, adultes, enfants, et on fait, par rapport à des témoins, on a pris 3 témoins pour un cas. Donc, c'est pour ça que ça vous explique le chiffre. Qu'est-ce qu'on voit quand on étudie? Eh bien, on voit que 28%, c'est-à-dire entre un quart et un tiers des cas, ont été vus dans les 3 jours qui ont précédé l'hospitalisation pour infection invasive à méningocoque, soit par un médecin généraliste, soit par un pédiatre, soit par un urgentiste, soit par un spécialiste hospitalier. Vous voyez quand même dans les 3 jours. Donc, c'est un peu mieux que l'étude anglaise, mais pas beaucoup. La diapo suivante, cette étude permet de dire, alors c'est une étude cas témoins, vous voyez, c'est tout l'intérêt. Les témoins, c'est ceux qui n'ont pas l'infection invasive à méningocoque et ceux qui ont, c'est les cas, ceux qui ont l'infection invasive. Regardez la mortalité, 2,8% dans la population qui ne l'a pas, 12,9%. Et ça, c'est aussi quelque chose de fondamental. Et cette maladie, elle est grave par les morts qu'elle fait. Il n'y a pas beaucoup de maladies à l'heure actuelle, heureusement pour nous, qui tuent à plus de 10% des cas. Et c'est aussi les séquelles. Je ne vous les détaille pas, je vais en reparler un petit peu après, mais vous voyez que parmi les cas, il y a eu presque un quart sur 50 suivis avec des séquelles, et ce sont des séquelles qui sont importantes. Alors la première raison de vacciner, imprévisibilité. Deuxième raison de vacciner, diagnostic difficile au début. Troisième raison de vacciner, la gravité. Et la gravité va se juger sur 2 critères. Premièrement, la mortalité. Regardez, globalement, tous sérogroupes confondus, 11%, c'est ce qu'on disait, plus de 10% de morts. Et ça, c'est depuis 30 ans, malgré les progrès de la réanimation, malgré les progrès de l'antibiothérapie. Donc, si on veut agir là-dessus, il faut pouvoir prévenir. On n'arrive pas à guérir davantage. Et vous voyez aussi que, en fonction du sérogroupe, cette mortalité peut varier. Et ici, c'est les données 2024. Vous voyez qu'avec le sérogroupe W, c'est 16% de mortalité. Et 3 ans auparavant, c'était 27% de mortalité pour le sérogroupe W. La suivante, et ça, ce sont les séquelles. Ça, c'est l'étude mondiale, à ma connaissance, la meilleure chez le nourrisson. On est ici. C'est une étude suédoise qui reprend avec des registres. Ils ont la totalité des cas et vous voyez qu'ils ont plus de 3600 enfants ayant fait une méningite bactérienne, c'est-à-dire soit à pneumocoque, soit hémophilus B, soit à méningocoque, comparé à 32 000 contrôles avec un suivi qui est de 23 ans. Et bien, vous voyez, 29% ont au moins une des séquelles étudiées. Je vous les cite, c'est-à-dire déficit cognitif, l'épilepsie, la surdité, les anomalies de la vision, les anomalies de la motricité, etc. Et j'en passe. Donc, gravissime à la fois par la mortalité et par les séquelles. Vous voyez, c'est toujours des enfants ici de moins de 5 ans. C'est vrai dans les infections invasives à bactéries encapsulées. Eh bien, ça, c'est vrai pour l'hémophilus B. Vous savez qu'il y a un vaccin, et ça, c'est depuis 1992. Pour les pneumocoques, et on vaccine tous nos bébés, et c'est un vaccin obligatoire. Enfin, les 3 sont obligatoires. Alors, je ne vais pas vous faire beaucoup d'immunologie, mais simplement pour comprendre ce que c'est que les progrès apportés par un vaccin quand on a compris comment ça se passe. Ça, c'est le sucre. Le sucre, il va stimuler uniquement les lymphocytes B. C'est ceux qui font les anticorps, mais ce n'est pas les bons anticorps. Ça ne dure pas longtemps, ils n'induisent pas de mémoire immunitaire, et surtout, le bébé ne sait pas les faire avant 24 mois. Et enfin, il n'y a pas d'action sur le portage. Et un des progrès majeurs des 30 dernières années, c'est d'avoir inventé ce qu'on appelle un vaccin
conjugué. Qu'est-ce que ça veut dire un vaccin conjugué? Vous voyez, c'est le sucre, il est là. La conjugaison, c'est une liaison chimiquement stable. Et on a conjugué le sucre avec une protéine, ici, qu'on appelle la protéine porteuse. Et le simple fait d'avoir fait ça transforme complètement les propriétés immunologiques de l'antigène. Et à ce moment-là, il devient ce qu'on appelle un antigène T-dépendant, parce qu'il y a une coopération entre les lymphocytes B et les lymphocytes T qui aboutit à des anticorps qui, là, sont les bons, de forte affinité, qui durent longtemps, qui induisent une mémoire immunitaire, qui sont efficaces dès l'âge de 6 semaines et qui sont actifs sur le portage. C'est-à-dire que quand vous vaccinez, vous allez empêcher le sujet vacciné de porter et donc vous allez aussi protéger les autres. Et le succès de ce premier vaccin conjugué, c'était celui contre l'hémophilus B. Regardez, avant vaccination, on avait 600 cas par an de méningite à hémophilus chez les moins de 5 ans en France. On a vacciné en 92, voilà le résultat. Alors c'est facile avec le B parce qu'il y a la capsule, il n'y a qu'un seul polysaccharide, mais on a vu disparaître aussi toutes ces pathologies. Et vous voyez, quand on fait le bilan 15 ans plus tard, on trouve sur 15 ans 37 cas. Et on trouve 37 cas chez des non ou mal vaccinés. Vous comprenez bien qu'à partir du moment où on a fait ça, on a voulu le faire pour le pneumocoque, les pneumocoques, mais c'est beaucoup plus difficile, et pour les méningocoques. Alors, je vous montre quelque chose pour bien comprendre qu'on a mis que le fait de ne pas vacciner peut mettre en échec, de ne pas vacciner une partie de la population, peut mettre en échec la stratégie vaccinale. À partir de 2010, on met dans le calendrier vaccinal une vaccination contre les méningocoques C à l'âge de 1 an, avec un rattrapage jusqu'à l'âge de 24 ans. Et donc, ça veut dire que chaque sujet dans cette tranche d'âge doit avoir reçu une dose de vaccin. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les enfants de moins de 1 an qui sont les plus à risque, on ne les vaccine pas. Parce qu'on dit, en vaccinant les 1 an, une seule injection est nécessaire, et jusqu'à 24 ans, on vaccine le réservoir. Et comme on est un vaccin conjugué, on est efficace sur le portage, donc on va empêcher le germe d'être diffusé. Alors très bien, on met ça en route. Aux Pays-Bas, ils ont fait la même chose. Aux Pays-Bas, en 2 ans, c'était réglé. Et nous, échec total. Regardez, ça c'est les moins d'1 an, ça ne cesse d'augmenter à partir du moment où on a mis le vaccin en place. Et la cause, elle est très simple. Regardez les taux de couverture, les taux de vaccination des 15-19 ans et des 20-24 ans qui sont à 30% ou à 20%. Ça ne peut pas être efficace. Et donc, c'est un échec total. Et quand on regarde ça en 2016, on se dit, on ne protège pas les plus vulnérables. Donc, c'est là qu'on a introduit une vaccination à l'âge de 5 mois dans le calendrier vaccinal. En 2010, dès 2017, ça baisse. En 2018, ça devient obligatoire. Et en 2019, il n'y a plus qu'un seul cas en France de méningite à méningo-C chez les moins d'1 an parce qu'on a une stratégie efficace. Mais le fait de ne pas avoir vacciné dans cette tranche d'âge-là a été un échec total pour tous les moins d'1 an. Alors, de quel vaccin dispose-t-on contre les méningocoques? 2 grandes catégories. Les vaccins polyosidiques, ça c'est les sucres conjugués. Peu importe ici, c'est ACWY, puisque le C, on ne va plus en parler, il est remplacé par le ACWY. Ça, c'est la protéine porteuse qui change. Je vous donne les noms que vous les connaissiez. Le Nimenrix, il a l'autorisation de mise sur le marché dès l'âge de 6 mois. Le Menquatfi à 1 an, à partir d'1 an, et le Menveo à partir de 2 ans. Et puis, les vaccins sur méningocoque B, alors regardez, les vaccins sur le méningocoque B ne sont pas des vaccins conjugués, ce sont des vaccins protéiques. En fait, conjugués, c'est que pour chacun des vaccins, on a essayé de mettre une protéine et de voir si ça donnait des anticorps. Et bien pour le B, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que le sucre du méningocoque B, on l'a dans nos membranes neuronales. Et c'est peut-être pas plus mal qu'on ne sache pas faire des anticorps contre nos membranes neuronales. Et donc, vous voyez, il y en a 2 qui s'appellent le Bexsero, qui va se donner exclusivement chez le nourrisson jusqu'à l'âge de 10 ans, et maintenant le Trumemba à partir de l'âge de 10 ans. D'abord, on a voulu vacciner, dans la stratégie vaccinale, les plus vulnérables. Ça vous paraît logique. Je vous remontre ici les taux d'incidence chez les moins d'1 an, chez les 1-4 ans, et à nouveau qui réaugmentent ici, alors que ici, les taux d'incidence sont beaucoup plus faibles. Et la population la plus vulnérable, c'est les tout-petits, et c'est l'obligation vaccinale pour nos nourrissons contre les méningocoques ACWY avec une dose à 6 mois et une dose à 12 mois. 12 mois est considéré comme un rappel, avec un rattrapage de 12 à 24 mois pour ceux qui n'auraient pas été vaccinés là,
Et à partir de 12 mois, c'est une seule dose. Et à l'heure actuelle, il y a une mesure transitoire qui est un rattrapage de cette vaccination ACWY jusqu'au 5e anniversaire. Concernant le méningocoque B, il y a également chez le moins de 2 ans une vaccination obligatoire qui comporte 3 doses, 3e mois, 5e mois, 12e mois, là aussi qui est obligatoire jusqu'à 24 mois, avec dans l'immédiat une mesure de rattrapage jusqu'à l'âge de 5 ans. Donc, ça a été, en fonction des données épidémiologiques, on a forcément modifié ça, on a essayé de vacciner le réservoir, compte tenu de ce que je vous ai dit, vacciner les adolescents et les adultes jeunes. Vous voyez, il y a un monsieur qui a regardé cette population, là, les 15-25 ans, parce que 10% de portage, c'est la population générale, mais dans cette population, vous voyez, à 19 ans, dans cette étude, on trouve que 1 sur 4 porte du méningocoque. Et vous voyez, c'est ça le portage ici. Cette population-là peut être malade d'abord, mais surtout, elle va diffuser auprès des petits nourrissons et auprès des sujets plus âgés. C'est très intéressant, surtout si on a un vaccin qui est actif sur le portage, d'aller vacciner cette population. Il y a un excès de transmission, je ne vous fais pas de dessin sur les modes de vie, et heureusement que ça existe. C'est évident qu'à cet âge, il y a beaucoup plus de risques de transmettre. Chez les ados, je vous ai remis la même chose, simplement j'insiste là-dessus. Regardez qu'il faut enseigner aux familles quand on a des douleurs des membres dans un contexte fébrile avec des extrémités froides et une pâleur, c'est des signes de choc septique débutant. Il faut aller très vite. Et vous voyez que le délai ici, il est de 22 heures chez les 15-16 ans. Et il faut y ajouter, malheureusement, des formes cliniques. Personnellement, j'ai jamais appris ça dans mes études, qu'il y avait des formes digestives d'infection invasive à méningocoque. Et ça, c'est l'Institut Pasteur qui a publié une série de plus de 100 cas dans lesquels 20% des enfants ont été opérés. Et puis qu'il y a des formes pulmonaires. Et vous voyez, il y a des formes digestives et il y a des formes pulmonaires. Les ados sont à risque de séquelles. Regardez dans cette série qui comporte 100 ados, eh bien vous aviez des séquelles dans 55% des cas. Et des séquelles, tout ce que je vous ai montré chez le nourrisson existe chez l'adolescent, mais en plus des séquelles avec des syndromes de fatigue chronique, de syndrome dépressif, de moindre insertion sociale, de réduction de la qualité de vie. Un score de fatigue extrêmement important, une insertion sociale qui est moins bonne, et également au plan éducatif, il est montré que ceux qui ont fait ça par rapport à un groupe contrôle, eh ben, ils échouent davantage aux examens, que ça agit sur toute la famille. Vous voyez qu'avec des troubles psychologiques à la fois chez les mères et les pères de ces enfants, quand on les évalue 12 mois après. Il faut y ajouter, dans cette population d'ados très particulière et d'adultes jeunes, malheureusement, la grande majorité ne sont pas suivis. C'est pour ça qu'on a institué donc la vaccination des ados de 11 à 14 ans. Je vais revenir sur le pourquoi de l'âge. Une seule dose, ça suffit. Ils ont un système immunitaire qui marche très bien. Une seule dose de vaccin ACWY. Donc ça, c'est une vaccination recommandée avec un rattrapage qui va jusqu'à 24 ans. Pourquoi? Puisque le réservoir va jusqu'à 25 ans. Donc il faut absolument. Et comme on a un vaccin qui est efficace sur le portable, et puis pour le B, il y a maintenant une recommandation timide, mais de vacciner tous les enfants, et en tout cas, il y a un remboursement, c'est de 15 à 25 ans, je vais revenir pourquoi, avec 2 doses à au moins 1 mois d'intervalle. Alors, le choix des âges dépend de la durée actuellement connue d'efficacité des vaccins. Celle-ci est d'au moins 10 ans pour les vaccins conjugués, ACWY, et elle n'est que de l'ordre de 5 ans pour les vaccins contre méningo B, et de l'existence de rendez-vous vaccinaux. Si vous voulez être efficace, il faut avoir une bonne couverture vaccinale. Pour avoir une bonne couverture vaccinale, il faut voir les enfants, c'est le minimum. Et c'est la raison pour laquelle on a donné des âges différents, et vous allez voir pourquoi, parce que celui-là, on sait que ça dure au moins 10 ans, et celui-là, on sait que ça dure dans l'immédiat pas plus de 5 ans. Et l'objectif, c'est de couvrir le pic de 15 à 25 ans. Je passe très vite parce qu'on n'est pas dans cette situation-là, sauf pour là. Pour les ados qui ont déjà eu une vaccination en étant au nourrisson, pour les vaccins, qu'ils aient eu le C ou déjà la CWY, il faut de toute façon faire un rappel, mais il faut faire une seule dose. Alors que pour le B, c'est là où on n'est pas dans cette situation parce qu'on n'a pas vacciné les gens. On ne sait pas s'il faut 1 ou 2 doses, mais ça, c'est aux médecins de régler le problème. Nos vaccinations sont mal vaccinées.
Regardez, ça c'est un travail que j'ai fait et qui a été publié en 2024. Eh bien, regardez, aucun des objectifs à 15 ans définis par nos autorités de santé publique ne sont atteints. Même si vous voyez que contre la coqueluche, un taux de 91% de couverture vaccinale à 15 ans, c'est bien, ça c'est les 14-15 ans. Regardez le méningo C chez les ados, on n'était qu'à 60%. Regardez l'hépatite B chez nos ados, on n'était pas à 50%. C'est dramatique ça. Et regardez ici l'HPV, mais on reviendra dessus tout à l'heure, donc je ne fais pas de commentaire. C'est pour vous montrer, ça c'est les mêmes courbes, c'est dans le même travail. C'est simplement pour vous montrer que le taux de couverture vaccinale, soit l'hépatite B, soit le papillomavirus chez les filles ou chez les garçons, est très différent en fonction de est-ce que le professionnel de santé l'a recommandé ou pas. Il ne l'a pas recommandé, il l'a recommandé. Vous gagnez plusieurs dizaines de 10%, c'est de temps en temps 30%, voire 60%. Comment améliorer l'observance vaccinale des ados? C'est aussi un travail qu'on avait fait avec des collègues. Une consultation de prévention-vaccination entre 11 et 13 ans, vacciner en milieu scolaire, pour nous, c'est absolument fondamental. Et former sur la vaccination avec l'aide des enseignants, nous avions préparé avec les profs de SVT tout un enseignement de l'immunologie appliquée. L'immunologie fait partie de leur programme et on peut tout à fait enseigner dès l'école sur la vaccination. Nous sommes très contents d'avoir été enfin entendus, ça fait plus de 10 ans qu'on dit ça, qu'il fallait à nouveau vacciner en milieu scolaire si on veut avoir des bons taux de couverture vaccinale. Mais il faut aussi développer l'information pour les ados et leur entourage. Vous voyez, sur 500 textes parus, qu'est-ce qui ressort? Eh bien, il faut s'aider des parents et la vaccination en milieu scolaire, là encore, c'est dans tous les pays du monde. Les seuls pays du monde qui ont un bon taux de couverture vaccinale vis-à-vis des méningocoques sont les pays qui vaccinent à l'école. Comment améliorer ça? Eh bien, vous voyez, en fonction des différentes publications, pratique des vaccinations au milieu scolaire, envoi de rappel individuel. Alors ça, c'est quelque chose qui en France est lamentable parce qu'on n'a pas réussi à implanter le calendrier vaccinal électronique alors qu'il est prêt depuis plusieurs années, mais il y a une concurrence entre boîtes qui veulent gagner de l'argent avec ce truc-là qui empêche qu'il soit fait. C'est fait dans certaines régions, ça marche extrêmement bien. C'est-à-dire que l'ado, il reçoit sur son portable, tiens, il faut que tu te fasses vacciner, tu es en retard de ça. Soutien national net des pouvoirs publics, c'est fondamental et la vaccination en milieu scolaire est une des preuves. Facilitation d'accès aux soins, rôle majeur du médecin traitant, hein, c'est à lui d'initier. Rôle du pédiatre qui, lui, initie la vaccination depuis qu'il est nourrisson et qui doit avertir, parce que ce n'est pas les pédiatres qui voient les adolescents, malheureusement, de dire que quand il sera ado, il faudra le faire. Vérifier la vaccination en toutes circonstances, que ce soit pour un certificat, un traumatisme, n'importe quel. Rôle des parents, intérêt de la vaccination au milieu scolaire, pour l'acte vaccinal, mais aussi pour la formation. Et utiliser leurs outils aux ados. On a fait une expérience avec des ados qui nous ont créé une vidéo pour inciter à la vaccination des ados, ils ont été bien meilleurs que tout ce qu'on aurait pu faire. Le calendrier tel qu'il existe, en vaccinant à la fois les nourrissons et les enfants, la vaccination des ados et des adultes jeunes a un rôle majeur dans l'efficacité de la prévention. Je vous l'ai montré. Et en son absence, la stratégie peut échouer. Vous avez vu ce qui s'était passé pour les nourrissons avec le méningo C. Je vous remercie de votre attention. Donc, du coup, moi, je suis Hélène Perret, je suis virologue. Je vais vous parler aujourd'hui de la vaccination HPV, de ses actualités et de l'importance, en fait, de votre impact positif. À vous qui êtes tous là aujourd'hui, je vois que vous êtes plus de 600, c'est génial, pour justement porter cette vaccination et permettre peut-être qu'au final, la France soit comme d'autres pays européens et également l'Australie, terre d'une éradication en fait des cancers, d'abord des cancers du col de l'utérus parce que 100% sont HPV induits, et peut-être plus tard de tous les cancers HPV induits parce que c'est possible de le faire. Il faut savoir que le virus HPV, les papillomavirus humains, c'est absolument pas des virus émergents, hein. C'est vraiment des virus qui ont coévolué avec les espèces. Alors, c'est une grande famille. Les human papillomavirus, donc qui concernent l'homme, font partie en fait, sont une sous-famille d'une grande famille qui s'appelle les papillomaviridae et qui sont divisés finalement en sous-familles, dont les human papillomavirus, et les autres sous-familles de papillomavirus
infectent d'autres espèces. C'est des virus qui ont coévolué avec les espèces, avec l'espèce qu'ils infectent. Et donc, c'est absolument pas des virus émergents. Et c'est des virus qui vont évoluer avec l'espèce qu'ils infectaient initialement. La sous-famille des papillomavirus humains, elle va être divisée en différents genres, on appelle ça des genres. Ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont les alpha-papillomavirus qui ont ce tropisme cutanéo-muqueux. Mais on en connaît d'autres, sous-genres des human papillomavirus, le genre mu, nu, gamma, bêta, et qui, eux, sont plus responsables de verrues cutanées. Ils sont aussi extrêmement ubiquitaires, extrêmement fréquents. Mais ce n'est pas d'eux dont on va parler aujourd'hui, on va parler des alpha-papillomavirus. Ces alpha-papillomavirus humains, ils ont été finalement divisés en deux grandes catégories. Les alpha-papillomavirus à bas risque oncogène, dont les chefs de file sont l'HPV 6 et l'HPV 11, qui vont être responsables de lésions condylomateuses ou papillomateuses. Alors, en fait, ce sont des verrues, mais au niveau des muqueuses génitales, anales ou oropharyngées, et ou d'ailleurs respiratoires. La papillomatose respiratoire qui est souvent due à l'HPV 11 chez le jeune enfant, donc est due à ces HPV, ces alpha-HPV à bas risque oncogène. Ils se transforment pratiquement jamais en fait en cancer, ça n'évolue jamais en cancer, à part quand il y a vraiment une inflammation, une résection trop fréquente, due plutôt à l'inflammation, mais eux-mêmes n'ont pas, ces virus-là n'ont pas un pouvoir oncogénique, cancérogène direct. En revanche, c'est extrêmement invalidant. Vous imaginez que d'avoir des verrues génitales, et ça concerne beaucoup de personnes, ça peut être extrêmement invalidant d'un point de vue sociétal et social. Et à côté de ça, vous avez les alpha-HPV à haut risque oncogène qui ont été définis comme ça par l'IARC, par le CIRC, le Centre international de recherche pour le cancer, et qui regroupent ceux que je vous présente ici, c'est 14 HPV à haut risque oncogène, dont le plus méchant qu'on appelle Joe, un peu comme dans les Dalton, l'HPV 16, et on retrouvera aussi l'HPV 18, 31, 33, 45, 52, 58, qui sont finalement les 7 HPV à haut risque oncogène que vous allez retrouver comme cible dans le vaccin non navalement actuellement disponible, qui va également cibler les HPV 6 et 11 qui sont responsables des condylomes dont je vous parlais juste avant. Les infections à alpha-papillomavirus humain sont des infections sexuellement transmissibles. C'est vraiment, en fait, c'est une IST extrêmement fréquente, la plus fréquente dans le monde, et sont des virus très ubiquitaires. Ce que je disais, ubiquitaires, c'est-à-dire qu'ils sont retrouvés dans l'environnement très fréquemment, on ne peut pas y échapper un peu, et c'est un peu, en fait, l'infection par alpha-HPV va être un peu comme un marqueur de vie sexuelle, c'est-à-dire que toute personne qui aura une vie sexuelle, pas forcément débridée, va rencontrer à un moment donné un alpha-HPV parce que c'est extrêmement fréquent, et on dit que 70 à 80% des femmes, alors pourquoi les femmes, les hommes c'est exactement la même chose, sauf que les femmes ont été le plus étudiées parce que, en fait, on a découvert le lien de causalité entre HPV et cancer du col de l'utérus en 75 par Zhu Rosen. Ça a été d'ailleurs, ça lui a valu le prix Nobel. Il est décédé, il est décédé récemment. Et donc, en fait, ce lien-là a été démontré formellement en 75 par Zhu Rosen, HPV et cancer du col de l'utérus. Donc, 100% des cancers du col de l'utérus sont liés à une infection HPV. Et forcément, le col de l'utérus, ça ne concerne que les femmes. Donc, au départ, c'est le seul genre qu'on a étudié, mais on s'aperçoit que c'est exactement la même chose chez l'homme, avec c'est marrant, mais une incidence, on voit chez la femme que l'infection est à 25% d'incidence avant 30 ans, et elle chute à 10% après 30 ans, là où l'homme, en fait, ça reste en fait assez élevé tout au long de la vie, donc on l'interprète comme on veut, mais cette infection HPV reste assez élevée tout au long de la vie. On n'a pas le même pic qu'on retrouve chez la femme dans les études épidémiologiques qui ont été faites. Ce qui est important aussi de retenir avec cette infection, c'est que la protection, donc c'est une IST, et la protection est malheureusement incomplète par les préservatifs, parce que c'est un virus très résistant dans l'environnement. C'est pas parce que ça passe au travers des préservatifs, c'est qu'en fait, c'est un virus très présent, très résistant dans l'environnement. Donc pendant en fait les préliminaires, et notamment par l'intermédiaire d'objets contaminés, on peut s'infecter par ces alpha-HPV quand il y a justement un contact avec les muqueuses. Et donc, le préservatif ne protège pas à 100% des infections par HPV, d'où l'intérêt de la vaccination. Il y a aussi une possibilité de transmission materno-fétale au moment de l'accouchement, qui est d'ailleurs responsable potentiellement des papillomatoses laryngées du jeune enfant, extrêmement rare. C'est vraisemblablement lié à une dysimmunité, mais ce n'est pas totalement bien décrit, mais c'est clairement, vraisemblablement, une infection au moment de l'accouchement par voie basse des jeunes enfants qui aboutit à ces papillomatoses laryngées.
danger. Donc, les infections par HPV, c'est 14 millions de nouvelles infections par an dans le monde, la majorité de femmes. Alors, il faut savoir que dans la majorité des cas, dans 90% des cas, les femmes qui vont être infectées et les hommes qui vont être infectés vont l'être surtout jeunes, au moment du début de la vie sexuelle, et vont éliminer le virus en 12 à 18 mois de façon, par leur système immunitaire, de façon complètement avec une infection asymptomatique et sans bruit. Le bas blesse, évidemment, là où l'infection devient chronique, persistante, et donc le virus va rester dans la muqueuse, donc dans les 10% de cas où cette infection reste chronique. Et parmi ces 10%, il y a des possibilités d'évolution vers le phénotype tumoral, donc vers une lésion de bas grade, puis une lésion de haut grade, donc des prénéoplasies, pour aboutir potentiellement, au bout de 15 à 20 ans, quand cette infection est restée chronique, vers un cancer invasif. Et c'est là où, en fait, il y a un impact au niveau de la santé publique avec ces lésions prétumorales et ces cancers HPV induits. Qu'est-ce qui va donc favoriser l'évolution vers ces cancers? Parce que ce que je vous disais, bien heureusement, donc c'est un virus très ubiquitaire, on va tous être infectés, mais bien heureusement, on ne va pas tous faire un cancer, des lésions prétumorales ou un cancer lié à ces virus. C'est évidemment le type d'HPV, je vous l'ai dit, il y a des HPV à haut risque oncogène et des HPV à bas risque oncogène, donc il faut être infecté évidemment par un HPV à haut risque oncogène. C'est la persistance de l'infection, donc la chronicité. Si on élimine le virus, ce n'est pas un virus qu'on appelle hit and run, c'est-à-dire que ce n'est pas un virus qui va mettre le bazar, partir, et en fait le bazar sera mis et le cancer va être là. Non, il faut que le virus, on sait que au moment du développement du cancer, le virus est là et maintient ce phénotype tumoral. Donc, il y a vraiment une nécessité de la persistance de ce virus au sein des cellules pour aboutir à l'évolution vers le cancer et pour maintenir ce cancer. On sait aussi que quand on a des infections à différents HPV au risque, donc des infections multiples HPV, il y a évidemment un risque augmenté d'évoluer vers le cancer. Et évidemment, la co-infection par le VIH est aussi un des facteurs de risque d'évolution vers le cancer. On le sait parce que la prévalence des infections multiples est plus grande dans cette population, qu'on a une persistance qui va être plus importante et aussi forcément l'immunodépression qui est liée. Ça, c'est la pyramide en fait de l'épidémiologie dans le monde, pas en France, des cancers HPV induits. Donc, il y a les lésions prétumorales cervicales de bas grade et de haut grade qui sont en nombre qui vont presque à 22 millions par an dans le monde pour ce qui est des lésions prétumorales cervicales de bas grade. Alors, ces lésions prétumorales, en fait, on est dans la muqueuse et en gros, c'est la même chose au niveau anal, ça a été très bien décrit. En gros, une lésion prétumorale cervicale de bas grade, c'est qu'il y a déjà des cellules tumorales, elles existent déjà, mais elles sont localisées dans la muqueuse. Et donc, elles représentent uniquement, en termes d'épaisseur, qu'un tiers de la muqueuse. Quand on passe aux lésions prétumorales cervicales de haut grade, qui représentent à peu près 9 millions de cas par an dans le monde, là, c'est qu'on passe à des cellules tumorales qui vont représenter les 2 tiers, voire la totalité de la transverse de la muqueuse cervicale ou anale, en fonction de là où c'est situé au niveau anatomique. Et évidemment, à partir d'une lésion prétumorale de haut grade, il y a évidemment de fort risque qu'il y ait un passage de ces cellules tumorales du chorion, de la membrane, et donc aboutir à un cancer invasif. Donc les cancers que vous voyez ici, le cancer du col de l'utérus, 570 000 nouveaux cas par an dans le monde. Le cancer oropharyngé, parce qu'on peut être, si on est infecté au niveau de la muqueuse oropharyngée, donc c'est la base de langue et l'amygdale, eh bien, il peut y avoir, on a aussi des cellules épithéliales et on sait très bien aujourd'hui que ça peut aboutir vers un cancer, j'y reviendrai plus précisément après, un cancer aussi au niveau de cette muqueuse-là après une infection HPV. Il y a des cancers du canal anal qui sont plus rares, 30 000 nouveaux cas par an dans le monde et qui touchent à la fois, comme le cancer oropharyngé, la femme et l'homme, les cancers de la vulve et du vagin et les cancers du pénis. C'est à peu près 50% des cancers du pénis, c'est très rare les cancers du pénis, c'est 18 000 nouveaux cas seulement par an dans le monde, mais c'est quand même très invalidant, et à peu près 50% sont liés à une infection HPV. Et donc, en fait, cette pyramide, l'ensemble de ces cancers HPV induits, ça représente tout de même 5 à 7% de tous les cancers qui existent dans le monde. Donc, en fait, on arriverait à éradiquer ces cancers, ça veut dire qu'on éliminerait 5 à 7% des cancers dans le monde, ce qui n'est pas rien. En France, ça représente à peu près 6 400 nouveaux cas par an en France, un tiers chez les hommes, 35 000 lésions précancéreuses du col de l'utérus. Alors, on est au stade précancer, donc on pense que c'est peut-être moins invalidant, mais en fait, à ce stade de précancer, on va
on va réaliser chez les femmes une conisation pour éviter justement d'aller jusqu'au cancer invasif. Et cette conisation, c'est une chirurgie. Donc, ça peut forcément avoir des conséquences. Et ça a notamment des conséquences en termes de prématurité chez les futurs enfants. Ça a évidemment des conséquences, ces chirurgies potentielles, même si on n'est pas au stade du cancer invasif. Et il y a à peu près 100 000 nouveaux cas de verrues génitales, donc dus à HPV 6 et 11 en France, dans le monde, avec une répartition autant chez les hommes que chez les femmes. Si on se focus sur le cancer du col de l'utérus, donc 100% des cancers du col de l'utérus sont HPV induits. C'est 570 000 nouveaux cas dans le monde, essentiellement dans les pays émergents. Et ça représente quand même 250 à 300 000 décès. En France, c'est 3 000 nouveaux cas par an et 1 100 décès. C'est-à-dire qu'il y a encore un tiers des femmes qui meurent quand on diagnostique chez elles un cancer du col. C'est beaucoup trop, sachant qu'on a 2 leviers essentiels pour pallier à ça. C'est la vaccination, qui est l'objet de ce webinaire aujourd'hui, et évidemment le dépistage. Et c'est finalement, on devrait pouvoir éradiquer le cancer du col de l'utérus avec évidemment ces 2 leviers. Ça, c'est la carte du taux d'incidence des cancers du col de l'utérus. Alors, vous voyez que c'est essentiel, enfin pas essentiellement, mais beaucoup de cas dans les pays émergents. Et on sait, donc je vous en parlais au départ, qu'on a une incidence encore en France même, c'est pas que dans les pays émergents, bien plus élevée de ces cancers du col de l'utérus chez la femme VIH comparativement à la femme non VIH, séronégative pour le VIH. Si on regarde les autres cancers génitaux, je vous disais, carcinome pénien, ce sont des cancers exceptionnels, on a environ 50% des cas qui sont liés à une infection HPV, cancer de la vulve, maladie rare aussi, moins de 5% des cancers féminins, mais un quart sont attribuables à une infection HPV, et cancer du vagin, donc aussi très, très rare, 80% des cas sont attribuables aujourd'hui à une infection par un HPV à haut risque oncogène. Les cancers du canal anal, 30 000 nouveaux cas par an dans le monde. Donc, on a cette physiopathologie qui est liée à celle du cancer du col de l'utérus, avec des lésions prétumorales de bas grade qui évoluent vers la lésion de haut grade, puis le carcinome invasif. Simplement, la différence entre cancer du canal anal et cancer du col de l'utérus, cancer cervical, c'est que la proportion, en fait, lésions de haut grade du canal anal qui vont évoluer vers le cancer invasif du canal anal est beaucoup plus faible que celle de lésions prétumorales de haut grade du col de l'utérus qui vont évoluer vers le cancer invasif du col de l'utérus. On est de l'ordre de 30% de lésions de haut grade du col de l'utérus qui évoluent vers le cancer invasif. Donc, c'est pour ça qu'on enlève ces lésions prétumorales de haut grade dans le col. Et alors que pour le canal anal, c'est 1 à 2% par an de lésions prétumorales de haut grade qui vont finalement évoluer vers un cancer invasif. Alors, c'est quand même un cancer qui a énormément augmenté depuis les années 90, on le sait, et c'est un cancer de la femme âgée qui a généralement des antécédents de lésions au niveau génital, notamment au niveau du col, parce que vous imaginez bien que quand quelqu'un se fait infecter par l'HPV, s'il va jusqu'à un des cancers HPV induits, quelle que soit la muqueuse, c'est que, le virus est resté persistant chez lui, que donc il y a de fortes chances qu'il se soit infecté une autre des muqueuses que celle où il a développé un cancer, et que vu qu'il a déjà développé un cancer dans une des muqueuses, il y a un surrisque, il est finalement un mauvais cheval, entre guillemets, et il y a forcément un surrisque qu'il développe également ce cancer s'il est infecté sur une autre muqueuse. Donc, les femmes d'un certain âge qui ont notamment eu des antécédents de lésions cervicales, vulvaires ou vaginales sont à surrisque de lésions au niveau anal. Et il y a une autre population, évidemment, qui est bien connue, qui est la population homosexuelle, d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes du fait de leur pratique sexuelle. Et vous voyez sur ce schéma de Gary Clifford, qui travaille à l'IARC, qui a fait un magnifique papier là-dessus, là, en fait, les groupes à risque clairement identifiés pour ce cancer du canal anal HPV induit, c'est évidemment les MSM. MSM, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, notamment VIH+, de plus de 30 ans. Si on fait en fait un trait à 40 d'incidence pour 100 000 personnes années, c'est un peu le cut-off pour identifier des groupes à risque. On a évidemment cette population d'homosexuels masculins VIH+, de plus de 30 ans. On va avoir les femmes qui ont eu des antécédents de lésions précancéreuses vulvaires ou de cancer vulvaire, et les femmes qui sont transplantées d'organes solides, donc immunodéprimées depuis plus de 10 ans. Donc ça, c'est vraiment des groupes à risque clairement identifiés pour les cancers du canal anal HPV induit. Et enfin, il y a un dernier cancer que les gens connaissent moins et qui est très important, et c'est très important de communiquer là-dessus. Pourtant, dès les années 80, je vous disais que Zurozen montre le lien de causalité entre HPV et cancer du col
en 75. Et dès les années 80, on a quelqu'un qui s'appelle Sir Janen qui s'est intéressé au cancer ORL HPV induit en se disant c'est aussi une muqueuse. Il y a des cancers au niveau de cette muqueuse. L'HPV doit être responsable aussi de certains de ces cancers. Et évidemment, c'était le cas, mais le temps que les gens s'y intéressent vraiment, voilà, il a fallu attendre toutes ces années. Et maintenant, le lien de causalité entre cancer oropharyngé et HPV est totalement défini. Et les États-Unis considèrent même que c'est une épidémie. Pourquoi? Parce que les cancers ORL non HPV induits, c'est des cancers liés à l'alcool et le tabac. Et les préventions, les campagnes de prévention ont fait diminuer de façon drastique ces cancers. À l'inverse, les cancers HPV induits, eux, n'ont eu de cesse d'augmenter depuis les années 80. Alors, c'est un cancer qui va cibler, pour ce qui est des cancers ORL, cibler plutôt, à la différence des cancers liés à l'alcool et au tabac pour cette muqueuse, le jeune non-alcoolo-tabagique, évidemment, de 40 ans. Et c'est vraiment considéré, vous voyez, il y a une augmentation depuis les années 90 de 225% dans l'incidence de ces cancers oropharyngés HPV induits. Et vous voyez que cette carte, quand on la compare à la carte que je vous montrais tout à l'heure des cancers du col de l'utérus, elle est totalement inversée. C'est l'incidence des cancers ORL HPV induits dans le monde. En fait, elle est inversée pas parce qu'il y a plus de cancers oropharyngés dans les pays riches, entre guillemets, c'est juste parce que nous, on cherche les cancers, en fait, l'HPV dans les cancers oropharyngés, donc on sait qu'il y a des cancers oropharyngés HPV induits dans nos pays, ce qui n'est pas le cas pour l'instant des pays émergents. Et d'ailleurs, il y a la classification des cancers oropharyngés a changé récemment en fonction du statut HPV ou non de ces cancers. Donc ça, c'était pour vous poser un peu le côté épidémiologique de ces cancers. Et juste pour vous imaginer, j'ai adapté cette diapositive d'une note d'orientation de l'OMS. En fait, on a 3 leviers d'action pour finalement lutter contre ces infections HPV et sur les conséquences physiopathologiques qu'elles peuvent avoir, donc notamment les précancers et les cancers HPV induits. Il y a 3 grands leviers. Il y a évidemment la prévention primaire, la prévention secondaire et la prévention tertiaire. Moi, je vais vous parler aujourd'hui uniquement de la prévention primaire et non pas de la prévention secondaire qui sont le dépistage, la prise en charge des lésions prétumorales et des cancers et la prévention tertiaire qui sont leur suivi. Moi, je vais évidemment vous présenter et vous parler de la prévention primaire qui est la vaccination préventive. Parce que vous imaginez bien que si vous vaccinez contre les infections HPV, que vous empêchez les infections HPV, en étant très finaliste, que vous éradiquez les virus HPV, vous éradiquez évidemment les précancers et les cancers liés à ces virus. Quand je vous disais, donc 1975, ça c'est un peu l'historique de la découverte de l'impact des HPV dans les cancers du col de l'utérus et finalement le développement des vaccins qui en a suivi. Donc en fait, au tout départ, si on refait un peu l'historique, pourquoi on s'est dit que les cancers du col de l'utérus étaient liés à une infection sûrement sexuellement transmissible et potentiellement un virus? C'est parce qu'en fait, on s'est aperçu que chez les religieuses, il y avait peu ou prou de cancer du col de l'utérus. Et cette constatation a fait que, évidemment, les scientifiques se sont dit, du coup, ça doit être lié à la sexualité. Et au départ, c'est le virus herpès, l'HSV de herpès simplex de type 1, où on s'est dit qu'il était sûrement incriminé dans ces cancers. On s'est aperçu que non. Et Zorozun donc, a démontré en 1975 que c'était le virus HPV qui était lié à la quasi-totalité de ces cancers du col de l'utérus. Et donc, à partir de 1975, tout s'est mis en branle pour essayer de mettre en place un vaccin, de trouver un vaccin pour finalement éradiquer ces infections, empêcher ces infections et donc empêcher les lésions prétumorales et les cancers liés à ces infections. Et il a fallu attendre 2006-2007 pour avoir les premiers vaccins efficaces contre ces HPV, alors à bas et haut risque oncogène, parce qu'on a voulu aussi cibler les HPV à bas risque oncogène comme le 6 et le 11 pour finalement prévenir des condylomes qui n'étaient pas cancéreux, mais qui étaient aussi un problème de santé publique pour les gens qui avaient des verrues génitales. Et alors, c'est assez intéressant parce que finalement, ce virus, le développement de vaccins a été assez rapide, entre guillemets, parce qu'on s'est aperçu chez ce virus. En fait, le virus, vous savez, c'est une particule virale. Ici, nous avons affaire à un virus qui est nu, qu'on appelle nu. Il n'y a pas d'enveloppe, une capside virale qui l'entoure. Et cette capside virale, elle est composée de 2 protéines, dont une qui est très importante, qui est la protéine majeure de capside, qui s'appelle la protéine L1. Et cette protéine L1, la protéine majeure de capside, c'est la fameuse clé
en fait, qui permet au virus de reconnaître le récepteur cellulaire pour lui permettre de rentrer dans la cellule. Parce que vous savez que, en fait, les virus, ce sont des parasites intracellulaires obligatoires. Donc, en fait, s'ils ne rentrent pas dans une cellule, ils ne peuvent pas se multiplier. L'infection est abortive et il n'y a pas d'infection. C'est pas du tout comme les bactéries qui sont capables de se multiplier toutes seules. Le virus, c'est vraiment un parasite intracellulaire obligatoire. Donc, si vous empêchez, en fait, cette protéine L1, cette clé de rencontrer son récepteur au niveau de la cellule qui l'infecte et finalement au virus d'infecter la cellule, ben, il n'y a plus d'infection. Donc, en fait, ce qu'on veut avec les vaccins prophylactiques, notamment antiviraux, les vaccins préventifs pour empêcher ces infections, c'était le cas d'ailleurs pour le Covid, hein, on cible la protéine Spike, cette clé qui rencontre le récepteur. Mais ici, il fallait cibler la protéine L1 des virus HPV qui rencontre le récepteur avec des anticorps neutralisants, en induisant des anticorps neutralisants qui vont aller bloquer cette protéine de surface, bloquer cette clé pour qu'elle ne rencontre pas son récepteur et que le virus ne puisse pas rentrer dans la cellule. Et cette protéine L1, dans le cas des HPV, on a beaucoup de chance parce que quand vous la produisez dans des cellules, là, vous voyez, dans des cellules d'insectes ou des cellules de levure avec un plasmide, en injectant le gène qui code pour cette protéine L1, mais cette protéine L1, elle est capable de s'auto-assembler en pentamère et de reconstituer de façon spontanée une pseudo-particule virale, une capside virale, alors pas infectieuse, parce qu'elle a plus le génome, il n'y a plus le génome viral dedans, il n'y a que la structure protéique, mais elle est capable de faire ça, et donc de produire des pseudo-particules virales qui vont être extrêmement immunogènes. Et c'est ce que disait tout à l'heure Joël, les sucres ne sont pas immunogènes. Pour les vaccins conjugués, on doit les coupler à des protéines pour qu'ils deviennent vraiment efficaces en termes d'immunogénicité et qu'ils induisent une immunité efficace et à long terme de mémoire. Et ici, en fait, avec cette particularité de la protéine de capside L1 des HPV, ben on a cette capacité, avec cette pseudo-particule virale qui est formée, d'avoir un vaccin immunogène, efficace et qui va induire une mémoire à long terme extrêmement efficace aussi. Donc, c'est super et c'est ce qui s'est passé en fait. La production en fait des vaccins est basée là-dessus. Donc, les premiers vaccins à arriver sur le marché en 2006-2007, c'est le vaccin bivalent qui va cibler l'HPV 16 et l'HPV 18. L'HPV 16 qui est le plus prévalent dans les cancers HPV induits, qui est Jode et Dalton. Et l'HPV 18, pourquoi? Parce que lui, c'est le plus prévalent dans les cancers cervicaux. C'est le deuxième plus prévalent dans les cancers du col de l'utérus. On a vraiment l'HPV 16 et l'HPV 18 qui, en gros, sont à l'origine de 70% des cancers du col de l'utérus dans le monde. Et puis après, on a MSD à rajouter dans son vaccin à lui l'HPV 6 et l'HPV 11 pour justement protéger des condylomes et des verrues génitales. Et enfin, celui qui est maintenant vraiment sur le marché est recommandé, notamment en France, c'est le vaccin non-avalent, où on a ces HPV 6 et 11, où on protège contre les HPV 6 et 11 pour les condylomes, 16 et 18 pour les cancers du col de l'utérus, les cancers cervicaux. C'est la même chose, un cancer du col de l'utérus et cancer cervicaux, au cas où vous aviez, voilà, c'est pas forcément évident en termes de mots, mais en tout cas, on parle de cancer cervicaux, c'est la même chose que le cancer du col de l'utérus. Et aussi, MSD a rajouté dans les cibles dans son vaccin non-avalent les autres HPV responsables de cancer, soit du col, de l'anus ou ORL, les HPV 31, 33, 45, 52 et 58. Alors, on n'a pas encore les 14 valences d'HPV. Ils sont en train de travailler là-dessus. D'autres industriels sont aussi en train de travailler sur un vaccin qui permettrait de cibler tous les HPV au risque. Parce que là, on a les 7 HPV au risque les plus prévalents. Il n'empêche qu'avec cette cible de 7 HPV au risque, on est capable de prévenir 80% des lésions prétumorales, 90% des cancers du col, même sur les dernières données, je vais vous montrer un papier, 95% des cancers du col de l'utérus dans nos régions et 80% des cancers du canal anal. Et pour ce qui est du cancer oropharyngé, on n'a pas encore les données parce qu'on n'a pas de recul suffisant de cette vaccination pour avoir les données épidémiologiques de l'impact de cette vaccination sur les cancers oropharyngés, mais ça ne saurait tarder. Et donc, ce vaccin non-avalent qui est désormais recommandé dans le monde et en France en particulier. Ça, c'est le papier, le Lancet, un Lancet tout récent qui a actualisé en fait l'impact
potentiel de la vaccination sur les génotypes HPV qui sont finalement responsables des cancers du col dans nos régions. Et vous voyez en Europe, en gros, les HPV ciblés, les HPV à haut risque oncogène ciblés par le vaccin monovalent représentent plus de 95% des cas de cancer du col de l'utérus. Donc, on n'en est pas encore à la 14 valence des HPV au risque, mais on arrive à protéger avec ce vaccin non-avalent 80 en France, 95, vous voyez ici plus de 95%, 95,3% des HPV qui induisent des CCU, des cancers du col de l'utérus invasifs en France. Alors, pour ce qui est de la tolérance, parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ce vaccin, absolument pas justifié, il faut vraiment être que vous vraiment, vous soyez convaincus de ça. On a près de 140 pays à l'heure actuelle, les territoires qui ont introduit la vaccination HPV dans leurs programmes nationaux de vaccination depuis 2006, depuis le moment où on a fait ses premières études en Australie, les études futures et Patricia sur les vaccins, les premiers vaccins, la bivalent et quadrivalent qui étaient utilisés. Et donc, on a près de 18 ans maintenant, même plus de recul, et donc plus de 650 millions de doses distribuées. Et ce qu'on sait, c'est que cette vaccination, et ça a été redit par l'OMS, cette vaccination est extrêmement sûre. Du fait d'ailleurs que c'est une vaccination de VLP dont je vous parlais tout à l'heure. C'est une vaccination protéique avec des VLP et on a le recul. Ce sont l'hépatite B en fait. Le vaccin d'hépatite B fonctionne de la même façon. Ce sont des vaccins, des plateformes vaccinales pour lesquelles on a énormément de recul, dont on sait qu'elles sont très immunogènes et extrêmement sûres. Et donc, du coup, l'OMS craint énormément l'impact des fausses allégations sur ce vaccin et de ce qu'on appelle l'infobésité avec des conséquences évidentes sur le taux de couverture vaccinale. On l'a vu en France, alors c'est en train de redémarrer, il faut qu'on soit positif. On repart clairement à la hausse avec notamment la vaccination scolaire qui a commencé à être mise en place il y a 2 ans pour l'HPV. Donc, il faut vraiment arrêter d'avoir un discours négatif et se dire qu'on va y arriver et qu'on est remonté. Mais on est quand même descendu à 20% de couverture vaccinale pour la cible en France, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, c'est quand même ahurissant quand on sait qu'on a la chance d'avoir ces programmes de vaccination pris en charge par l'État. On serait capable potentiellement d'éradiquer des cancers liés à ces virus. On ne soit pas capable d'avoir un taux de couverture vaccinale qui, pour avoir une efficacité, on y reviendra, une efficacité en termes d'éradication et vraiment aboutir à l'éradication du cancer du col, l'OMS dit qu'il faut avoir 90% de couverture vaccinale. Alors, comme vous dites, comme je vous le disais, on n'y est pas encore en France. On est remonté jusqu'à 51%. On reverra les derniers chiffres. On n'y est pas encore, mais il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas y arriver. Quand vous voyez finalement les chiffres des autres pays européens, la Suède 100%, et d'autres encore, l'Angleterre 87%, Danemark et Norvège. Alors les pays du Nord, ils sont vraiment extrêmement efficaces en termes de prévention, de politique de prévention. C'est un peu ça qui nous lèse aussi en France, c'est qu'on a finalement une politique de santé qui était moins basée jusqu'à présent sur la prévention que sur la prise en charge en fait des lésions et des pathologies. Et je pense que c'est vraiment un souci. Mais on voit très bien que finalement, quand on a des couvertures vaccinales extrêmement élevées, on arrive à réduire significativement le risque de cancer du col de l'utérus. Et vous le voyez très bien ici, avec notamment ce papier en 2020 de Ley dans New England, qui montrait ici une courbe verte. C'était l'incidence des cancers du col de l'utérus chez les femmes non vaccinées. Une courbe orange, c'est l'incidence des cancers du col de l'utérus chez les femmes. La courbe verte, c'est chez les femmes vaccinées. J'ai dit non vaccinées ou vaccinées? Vaccinées avant 17 ans. La courbe verte, c'est vraiment l'incidence des cancers du col de l'utérus chez les femmes vaccinées avant 17 ans. Donc, il n'y a plus de cancer du col de l'utérus chez ces femmes. La courbe orange, c'est la courbe des femmes non vaccinées. Vous voyez que le cancer du col de l'utérus est toujours présent. Et ici, en bleu, la courbe des femmes vaccinées entre 17 et 30 ans. Donc, évidemment, on va être moins efficace sur l'incidence du cancer du col de l'utérus quand vous vaccinez entre 17 et 30 ans. Pourquoi? Parce que vous allez potentiellement vacciner des femmes qui ont déjà rencontré le virus. Et nous en fait, avec ce vaccin, on induit des anticorps neutralisants qui empêchent l'infection. Si vous êtes déjà infecté par le virus, évidemment, vous n'allez pas être aussi efficace vous allez empêcher les futures infections par HPV. Mais pour ce qui est celles
pour le HPV avec lequel vous êtes déjà infecté, vous n'allez pas pouvoir vous protéger contre celui-là. Donc, c'est pour ça la courbe n'est pas plate comme pour les femmes qui ont été vaccinées avant 17 ans et que ce qu'on veut préconiser, c'est une vaccination le plus tôt possible, donc entre 11 et 14 ans, d'où votre rôle primordial dans cette vaccination scolaire et dans la vaccination de ces jeunes avant leur entrée dans la vie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'on sait, on sera quand même efficace. On réduit de 50% l'incidence du cancer du col de l'utérus quand on vaccine entre 17 et 30 ans, mais on est moins efficace. Donc évidemment, pour ceux qui seront passés au travers de la vaccination, le rattrapage est possible, mais on est moins efficace. Donc il faut vraiment donner toute l'énergie dans la vaccination avant la vie sexuelle et donc finalement à l'âge de 11 à 14 ans, comme les recommandations pour la primo-vaccination sont éditées à l'heure actuelle. Et vous voyez qu'il y a vraiment une efficacité. Donc, quand on a une couverture vaccinale très élevée, on arrive à éradiquer dans les pays du Nord, en Angleterre, dans les pays du Nord de l'Europe, à pratiquement en quasi-totalité les cancers du col de l'utérus. Et d'ailleurs, la Suède annonce qu'en 2027, il y aura une éradication du col de l'utérus sur son territoire. Le Danemark vise 2040 et l'Australie vise 2035. Donc, il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas capables d'en faire autant. Il y a un autre point aussi extrêmement important, c'est que, comme je vous le disais, les cancers HPV induits ne concernent pas que la jeune fille. Et au départ de la vaccination, donc 100% des cancers du col de l'utérus sont liés à une infection HPV. Il n'y a que les femmes qui ont un cancer du col de l'utérus. Donc, on a finalement ciblé les jeunes filles pour la vaccination HPV. Donc, acte, c'était très important. Mais les jeunes garçons n'étaient pas ciblés par cette vaccination. Alors, pourquoi? Je ne saurais pas vraiment vous dire parce qu'en effet, eux aussi sont concernés par les cancers HPV induits, un cancer de l'oropharynx. Jusqu'à preuve du contraire, les garçons ont aussi un anus, un canal anal et un oropharynx. Et même s'il n'y avait pas eu s'il n'y avait pas eu de cancer HPV induit anneau et oropharyngé, les garçons auraient dû être vaccinés. Pourquoi? Parce que de toute façon, ce sont des vecteurs de ce virus. Et donc, à partir du moment où on veut éradiquer un virus pour éradiquer la pathologie qu'il induit, il faut évidemment aussi vacciner les vecteurs et donc les garçons. Mais là, en plus, le problème ne se pose pas parce qu'ils ont un oropharynx et potentiellement, ils sont susceptibles de développer des cancers HPV au niveau du canal anal et de l'oropharynx. Toujours est-il que plusieurs pays dans le monde étaient déjà passés à la vaccination non genrée et nous, il a fallu attendre, mais c'est fait maintenant, 2021 pour avoir l'élargissement de la vaccination contre les HPV chez les garçons. Et ça, c'était les recommandations qui ont changé en mai, on va y revenir à la fin, et donc qui permettaient de vacciner de façon non genrée, à savoir filles et garçons. Donc, filles et garçons, donc avec 2 doses pour une vaccination entre 11 et 14 ans, et un rattrapage possible dans cette population seulement jusqu'à 19 ans avec 3 doses. Là où finalement, vous voyez dans ce schéma de recommandation, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, eux, pouvaient se faire vacciner en rattrapage jusqu'à 26 ans révolus. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi on a fait cette différence? Parce qu'en fait, avant qu'on inclue tous les garçons dans la vaccination HPV, en 2016, il y a eu un rapport du Haut Conseil de la santé publique qui disait textuellement, vu la couverture vaccinale chez la jeune fille, où on avait posé la question de savoir de l'intérêt de vacciner les garçons. Et il y a eu un rapport qui disait, vu la couverture vaccinale chez la jeune fille, qui était de l'ordre de 20%, comme je vous disais au début de mon topo chez la jeune fille, on ne va pas aller vacciner tous les garçons parce qu'en gros, ça ne servira à rien parce qu'on ne va pas être plus efficace. Bon, très bien. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce constat-là, mais bon, c'était ce qui a été dit. En revanche, vu que la population des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes est particulièrement à risque, et je vous le montrais au départ, de cancer du canal anal lié à HPV, il y a quand même un intérêt à les vacciner, eux, simplement. Donc, on va les rentrer dans les recommandations. Donc, ces hommes, ces HSH sont rentrés dans les recommandations avant d'inclure tous les garçons. Et eux, on va les vacciner jusqu'à 26 ans parce qu'il y avait notamment un papier de Joël Pawlewski, qui est un proctologue de San Francisco, qui travaille beaucoup sur la cohorte de HSH de là-bas,
San Francisco, et qui avait montré dans un papier, dans un New England, dans un papier très important au début des années 2000, que la vaccination préventive HPV était efficace dans cette population-là jusqu'à 26 ans révolus. Donc, à cette époque, avant 2021, et qu'on inclut tous les garçons dans la vaccination, on vaccinait les filles entre 11 et 14 ans, et puis avec un rattrapage que jusqu'à 19 ans, et on pouvait vacciner les HSH, eux, par contre, jusqu'à 26 ans en rattrapage. Et donc, on arrive en 2021, et là, on inclut les garçons, tous les garçons, quels qu'ils soient, toujours avec, du coup, là, par contre, si vous n'êtes pas HSH, vacciné entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible que jusqu'à 19 ans. Bon, voilà, on s'arrête là. Et par contre, pour les HSH, on pouvait se vacciner jusqu'à 26 ans. Et ce qui est assez comique, en fait, dans ces nouvelles recommandations, c'est que du coup, qu'est-ce qui se passait vraiment dans le concret, dans la pratique? Est-ce que vous pensez que le pharmacien qui délivrait les doses de vaccin demandait au jeune homme de 22 ans qui venait prendre son vaccin HPV s'il était homosexuel ou s'il avait des relations sexuelles avec les hommes? Évidemment que non. Donc, en fait, avec ces recommandations-là, les garçons pouvaient se faire vacciner avec le rattrapage vaccinal jusqu'à 26 ans, là où la jeune fille, finalement, ne pouvait plus se faire rembourser son vaccin à partir de 19 ans, parce que les recommandations, parce que là, par contre, c'est assez facile de savoir que vous n'êtes pas un homme, encore moins un HSH, si vous êtes une femme, et donc, finalement, elle ne pouvait plus se faire rembourser son vaccin à partir de l'âge de 19 ans, sans qu'il y ait vraiment d'arguments scientifiques finalement à ce non-rattrapage vaccinal post-19 ans. Donc évidemment, on a beaucoup travaillé là-dessus, et vous allez le voir à la fin de mon topo, on a réussi à faire changer les recommandations de ce point de vue-là, ce qui est vraiment une grande victoire, notamment pour les jeunes filles, parce que c'était à peu près, en gros, il y avait 250 000 jeunes filles qui, chaque année, passaient le cap des 19 ans et donc ne pouvaient plus se faire vacciner contre HPV, en tout cas ne pouvaient plus se faire rembourser, parce que l'AMM était là et l'indication pouvait être là, mais ne se faisaient plus rembourser les doses de vaccin. Et ça fait beaucoup quand on sait qu'en parallèle, les garçons, eux, pouvaient sans aucun problème se faire vacciner jusqu'à 26 ans au vu des recommandations. Donc, je reviens sur la stratégie OMS et la possibilité d'élimination du cancer du col de l'utérus. En gros, l'OMS dit stratégie 2030 avec 90% de vaccination contre HPV et notamment de schémas vaccinaux complets chez la jeune fille à 15 ans, 70% de dépistage efficace et 90% de traitement des lésions potentielles au niveau du col de l'utérus dépisté. On est capable d'éradiquer le cancer du col de l'utérus aujourd'hui dans le monde. Le plan cancer, un cas chez nous en France, vise à l'heure actuelle pour 2030 80% de vaccination, une couverture vaccinale de 80% et un taux de dépistage à 80%. On est, pour la jeune fille de 15 ans, à peu près, on y reviendra à 50% aujourd'hui, 51%, et à 60% de dépistage. On a encore pas mal de boulot, mais il n'y a pas de raison qu'on y arrive. Alors, comment on va faire, en fait, quels sont les leviers, en fait, pour accéder à ces 80%, notamment ces 80%, parce que je ne parlerai pas du tout du dépistage, c'est 80% de taux de couverture vaccinale en France. On a différents leviers et, honnêtement, depuis quelques années, un environnement particulièrement favorable à la politique vaccinale HPV. J'ai envie de dire enfin, mais il ne faut pas dire comme ça, il faut dire que c'est super et qu'on va y arriver et qu'on a vraiment la chance en France d'avoir cet environnement très favorable. Je parlais de cette vaccination en milieu scolaire parce qu'on sait, dans les pays du nord de l'Europe, on est à 90% de couverture vaccinale. En Australie, on avoisine les 90% aussi de taux de couverture vaccinale. On vaccine en milieu scolaire. Et on sait que c'est là où c'est le plus efficace. C'est notamment le plus efficace en termes d'incidence sur les cancers du col, je vous montrais, plus on vaccine tôt, mieux c'est. Mais c'est aussi bien plus efficace en termes de taux de couverture vaccinale. Pourquoi? Parce qu'il y a une émulation positive entre parents, parce que c'est fait par l'institution et que les parents, du coup, se reportent un peu sur l'institution et se disent, si l'institution porte ces campagnes-là, c'est qu'il y a un intérêt. Et donc, il y a vraiment cet effet positif. Et donc, finalement, l'annonce en février 2023 de notre président favorable à la mise en place de cette vaccination
en classe de 5e sur la base du volontariat. Il faut l'accord des 2 parents pour pouvoir encore vacciner. Ça, c'est un autre débat dont on pourrait discuter, mais bon, c'est pas forcément le lieu là. A permis, du coup, dès septembre 2023, de mettre en place la vaccination en milieu scolaire et d'avoir, sur les chiffres, tout de suite, un effet positif sur la vaccination HPV en général. Et ça, pourquoi? Ça a eu un effet collatéral positif parce que les gens en ont entendu parler et qu'il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à communiquer là-dessus. Le fait d'en avoir parlé et d'avoir mis en place cette vaccination en milieu scolaire a permis d'en parler de façon globale et à augmenter le taux général de couverture vaccinale avec ce vaccin en France. L'autre levier, c'est l'extension des compétences vaccinales, qui a permis d'ailleurs cet effet collatéral positif de la vaccination en milieu scolaire, c'est que finalement, depuis août 2023, les pharmaciens, les sages-femmes, les infirmiers libéraux peuvent vacciner. Et ça, c'est extrêmement important. Extension des compétences de vaccination et de prescription de ces vaccins chez les personnes de plus de 11 ans. Donc, le vaccin HPV rentre dans cette extension des compétences vaccinales et ça permet que ce soit beaucoup plus simple d'accéder à cette vaccination et ça a permis cette augmentation du taux de couverture vaccinale. Et donc, vous voyez l'impact direct de la vaccination scolaire sur la couverture vaccinale. On est passé de 38% à 55% chez la jeune femme et de 26% à 41% chez le jeune homme. Ça, c'est des données de couverture vaccinale, une dose, ce n'est pas le schéma complet, mais c'est déjà extrêmement positif. Alors, évidemment, on n'est pas encore au taux des pays européens qui font notamment la vaccination en milieu scolaire et qui nous ressemblent peut-être plus, comme le Portugal ou l'Espagne, mais il n'y a aucune raison que nous n'arrivions pas à atteindre ce taux de couverture vaccinale avec ces 2 leviers qui ont été mis en place. Et il y avait un dernier levier à lever, je vous disais, ce levier potentiellement de rattrapage vaccinale dans la population de 19 à 26 ans, parce que quand on échappe à la vaccination en milieu scolaire, quand on échappe un peu jusqu'à 26 ans, parce que les parents ne veulent pas vacciner, que leurs enfants soient vaccinés, pour des raisons qui vraiment me dépassent totalement, mais bon, voilà. La jeune fille ne pouvait plus à l'heure actuelle, en arrivant à la fac, se faire vacciner, alors que c'eût été il y eut un intérêt à se vacciner encore. Je vais vous montrer sur les données d'incidence de cancer du col de l'utérus en Suède. Si on se vaccine entre 17 et 30 ans, c'est moins efficace, mais on diminue quand même de 50% l'incidence des cancers du col de l'utérus. Et donc, ces jeunes filles qui, arrivées à 19 ans révolus, ne pouvaient plus se faire rembourser le vaccin. Et ça, c'était un énorme souci. Et donc, comme je vous ai dit, on a énormément travaillé là-dessus. Il y a eu notamment beaucoup de prise de position et on a vraiment beaucoup bougé et donné beaucoup d'énergie pour que cette question du rattrapage vaccinal potentiel jusqu'à 26 ans chez la jeune fille aussi soit tranchée par le CTV, par la commission technique de vaccination. Et c'est ce qui s'est passé tout récemment, avec notamment, et pourquoi? Parce qu'il y avait, comme je vous disais, beaucoup déjà de pays européens, qui vaccinaient jusqu'à 26 ans, filles et garçons, et qui n'avaient pas de... finalement, il y avait clairement un intérêt à vacciner aussi les jeunes filles jusqu'à 26 ans, et c'est ce qui s'est passé tout récemment, en mai. La CTV a tranché sur cette question et recommande désormais le rattrapage vaccinal chez les jeunes filles également jusqu'à 26 ans. Et donc, on va pouvoir désormais avoir les 3 leviers potentiels à l'éradication du cancer du col de l'utérus sur notre territoire, mais aussi potentiellement des autres cancers HPV induits, avec cette possibilité de vacciner désormais tout le monde jusqu'à 26 ans. Donc, évidemment, on est toujours, je vous le rappelle, plus efficace quand on vaccine tôt, en amont de la vie sexuelle. C'est pour ça que la vaccination en milieu scolaire est extrêmement importante et que la vaccination entre 11 et 14 ans est vraiment là où on doit déployer toute notre énergie. Mais on est capable désormais de rattraper
toutes ces jeunes filles qui seraient passées au travers de la vaccination, et ce jusqu'à 26 ans. Mais on espère finalement ne plus avoir besoin de ce rattrapage vaccinal, parce que vous imaginez que si on arrive à vacciner à 90% en milieu scolaire ou en amont des 14 ans, il n'y aura plus besoin en fait de cette recommandation de rattrapage vaccinal, et c'est ce qu'on espère obtenir pour pouvoir finalement aboutir, et on a fait une tribune dans le Monde en ce sens quand ce rattrapage vaccinal est sorti en mai, pour pouvoir aboutir aux 80% de couverture vaccinale qui est finalement visée par l'INCa, et on espère très rapidement en France et arriver à l'éradication du cancer du col de l'utérus, qui est un objectif atteignable désormais avec finalement tous les leviers que nous avons. On n'a plus d'obstacles institutionnels en France pour pouvoir aboutir à cette éradication, qui, je vous le rappelle, est prévue en Suède en 2027, en Australie en 2035 et au Danemark en 2040. Donc, d'où l'importance en fait de votre conviction et du transfert. Joël le montrait ça. Qui avait évidemment, quand le message est porté par l'entourage et les professionnels médicaux et paramédicaux, l'impact est bien plus important dans la population en termes d'adhésion. Donc, vous avez évidemment un rôle à jouer dans finalement la communication et la transmission d'informations sur ces lésions et ces cancers HPV induits, et sur l'intérêt de la vaccination HPV aujourd'hui pour finalement protéger de ces pathologies.